Nous sommes à Versailles à l'aube du 6 octobre 1789. Depuis des semaines, les drames s'enchaînent tant au niveau de l'État que de la famille royale. Dans les appartements des enfants royaux, Marie-Thérèse Charlotte, l'aînée du roi et de la reine, se rend bien compte que les choses vont mal. Elle n'a que 10 ans, mais si Gabrielle de Polignac, la gouvernante des enfants royaux et amie intime de sa mère, a fui Versailles il y a 3 mois, c'est qu'un drame est imminent. Et puis le dauphin est mort. Et ça, c'est pire que cet abandon, même si elle a un autre petit frère prêt à hériter de la couronne. Si la princesse constate ce qu'il se passe au château, elle est à 1000 lieues de comprendre ce qui est en train de se jouer devant les grilles. Hier, un convoi de femmes est venu à pied de Paris et a exigé de voir le roi. Les marchandes des Halles réclament du pain. Elles en veulent pour nourrir leurs enfants. Elles ont marché 6 heures sous une pluie battante dans l'espoir d'obtenir l'aide du roi. Certaines ont tiré des canons, d'autres ont porté leurs rejetons sur leurs épaules. On raconte que des hommes habillés en femmes se sont mêlés à elles pour exciter leur rage. En fin d'après-midi, cette foule aux jupons souillés de boue était devant les grilles dorées du château. Pendant la nuit, il y a eu des mouvements de foule, du sang a coulé. Peu, mais des gardes et des femmes ont été blessés. Dans ces appartements feutrés, la petite princesse ne s'est pas rendue compte de la tragédie qui se jouait près d'elle à quelques centaines de mètres. Mais à 6 heures du matin, cette foule enragée est entrée dans le château. Les Parisiennes se sont, pour la majeure partie d'entre elles, massées dans la cour de marbre au pied des appartements royaux. C'est là qu'elles crient leur fureur. Mais quelques émeutiers parviennent cependant à rentrer dans les bâtiments et se retrouvent devant la porte de la chambre de la reine. On veut la peau de la souveraine. Marie-Antoinette ne dort pas dans la chambre d'apparat, mais dans une autre chambre au rez-de-chaussée. Sortie du lit par quelques serviteurs fidèles, on l'emmène dans des couloirs dérobés et des escaliers secrets jusque dans la chambre du roi, mais elle redescend par un escalier discret pour aller chercher sa fille et la ramener chez le roi. La princesse de France est tirée du lit précipitamment par sa mère en tenue de nuit. Encore embrumée de sommeil, on l'emmène dans les passages secrets du château jusque dans le bureau de son père. Alors que l'aube blafarde traverse les vitres de la baie vitrée, elle constate que sa mère et son père sont affolés. Sa peur grandit, comme celle de son petit frère, le dauphin. La dauphine tourne son regard clair vers le balcon, elle aperçoit la foule en colère, elle entend qu'on crie « À Paris! À Paris !» Cette foule appelle la reine au balcon. Marie-Antoinette ne peut plus se dérober. On ouvre la porte-fenêtre et elle approche, tenant le dauphin dans ses bras, alors que la dauphine se tient à ses jupons. Mais le peuple conspue la famille au cri de « Point d'enfant !» Marie-Thérèse et le dauphin reculent. Marie-Antoinette se présente seule au balcon et salue la foule en colère. La princesse entend de nouveaux cris. Cette fois, il y a moins d'hostilité. C'est « Vive la reine !» Puis tout va très vite, sans doute trop vite pour une fillette de 10 ans. Louis XVI accepte de venir à Paris. Un peu plus tard, à 14 heures, la dauphine monte avec ses parents dans une voiture escortée par le peuple. Elle jette un dernier regard vers le château Rutilandor. Sa grille dorée se referme. Elle laisse derrière elle la candeur de son enfance. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, survivante de la Révolution. Un récit en partenariat avec Madame Figaro. Épisode 1, Mousseline la sérieuse. Marie-Thérèse Charlotte est une enfant attendue par ses parents, par la cour et par la France. Elle naît le 19 décembre 1778, 8 ans après le mariage de ses parents. Pour la reine, l'accouchement a été un enfer. Elle a souffert au milieu des privilégiés de la cour habilités à assister à l'accouchement sur un lit de travail dans sa chambre d'apparat. C'est comme ça quand on est reine de France. On donne son enfant au royaume en public pour éviter les substitutions. La douleur de l'enfantement a été vive, les saignements abondants. Marie-Antoinette a perdu connaissance au moment de la dernière poussée. C'est Louis XVI en personne qui a fini par se frayer un chemin dans la chambre de son épouse et par ouvrir les fenêtres pour qu'on puisse respirer. En revenant à elle, la reine apprend qu'elle a donné une fille à la couronne. Elle est un peu déçue. En revanche, Louis XVI est ravi. Cette petite fille, il l'adore déjà. À la cour, on l'appellera Madame Royale pour la distinguer de Madame, l'épouse de Monsieur, la belle-sœur du roi. Le jour même, le bébé emmailloté est tenu sur les fonts baptismaux de la chapelle de Versailles.
Sa marraine est sa grand-mère, Marie-Thérèse d'Autriche. Elle porte le même nom qu'elle, même si on l'appellera souvent par son troisième prénom, Charlotte. Marie-Antoinette, jusque-là reine des frivolités, s'épanouit dans son nouveau rôle de mère. Elle veille à ce que sa fille ait de beaux appartements, baignés de soleil et des espaces à l'écart des courtisans. Toute la maison de Madame Royale est dirigée par la princesse de Guéméné. Mais chacun obéit au doigt et à l'œil à la reine qui veut s'occuper elle-même de l'éducation de ses enfants. Enfin, nous sommes au XVIIIe siècle. Marie-Antoinette ne change pas elle-même les langes de sa fille, ne l'allaite pas et ne s'occupe pas de la diversification alimentaire. Elle va la voir assez souvent et se limite à régenter ce petit univers feutré et enfantin. D'accord, elle ne voit pas sa fille tous les jours, mais c'est déjà révolutionnaire une telle proximité. Dans ses lettres à sa mère l'archiduchesse d'Autriche, la souveraine confie son plaisir d'être reconnue par sa fille qui tend les bras vers elle quand on lui parle de sa maman. En revanche, le diplomate Mercier Argenteau, lui, n'est pas attendri par la fierté maternelle de Marie-Antoinette. Il s'en plaint même à l'archiduchesse. En temps normal, Marie-Antoinette est incapable de rester concentrée plus de 3 minutes. Depuis qu'elle est maman, elle se laisse encore plus facilement distraire. Impossible de parler de choses sérieuses ou de politique. Malgré ses bonheurs apparents, cette maternité n'est pas si simple. La dauphine, que l'on surnomme Mousseline à cause de sa couronne de cheveux blonds ondulés, est une digne descendante de Louis XIV et de sa grand-mère Marie-Thérèse d'Autriche. À 4 ans, elle a bien compris qu'elle appartenait à l'élite du royaume de France. Elle n'hésite pas à dire à une aristocrate alsacienne adulte, dont le nom ressemble à un nom allemand, qu'elle aurait refusé d'être son amie si elle n'avait pas été française. Agacée par l'orgueil de son enfant, Marie-Antoinette se dit qu'il est de son devoir de lui apprendre l'humilité. Elle la réprimande par exemple lorsqu'après avoir fait tomber son éventail, la fillette demande à une servante de le ramasser. Entre Mousseline et sa mère, les rapports se tendent à tel point qu'un jour, alors qu'on annonce à la princesse que sa mère a failli mourir des suites d'une chute de cheval, celle-ci répond que c'est bien dommage qu'elle ne soit pas morte. Comme ça, elle aurait pu faire tout ce qu'elle voulait. Marie-Antoinette est bouleversée, mais elle tient bon. Elle donne à sa fille une camarade de jeu, la fille d'un valet surnommée Ernestine, avec qui elle doit tout partager. Et petit à petit, Mousseline la sérieuse apprend la politesse et la rondeur. Quelques années passent. La belle Gabrielle de Polignac a pris la tête de la maison des enfants royaux. C'est une charge prestigieuse qui lui permet surtout de passer du temps avec la reine. La dauphine, qui a maintenant 2 frères et une petite sœur décédée prématurément, vit dans un univers protégé. Lorsqu'elle quitte Versailles, c'est pour le domaine de Trianon, le petit château de sa mère. Marie-Antoinette y vit en châtelaine de province, à 20 minutes à pied de Versailles. Elle y admet parfois ses enfants, mais c'est surtout au hameau qu'elle aime les emmener. C'est un faux village dans le style de ceux du pays de Caux en Normandie qu'elle a fait aménager autour d'un lac artificiel. À côté des maisonnettes dignes d'un décor de parc d'attractions, il y a une ferme où les enfants de France peuvent aller boire du lait frais, caresser des moutons tout blancs et courir après les poules. C'est le temps du bonheur dans un petit monde en vase clos. Dans ce paradis, il est impossible de voir poindre la révolution, et encore moins à hauteur d'enfant. Comment Mousseline saurait-elle que la société est profondément inégalitaire ? Le tiers-État, le peuple qui paye l'impôt, représente 98% des sujets du roi. Depuis le début des années 1780, les crises agricoles multiplient les épisodes de disette. La guerre d'indépendance des États-Unis, soutenue par la France, a vidé les caisses de l'État. L'affaire du collier a ruiné la réputation de la reine. Souvenez-vous, quelques années plus tôt, la reine a été injustement accusée d'avoir acheté, en passant par l'intermédiaire du cardinal de Rohan, un collier de diamants atrocement cher. En réalité, il s'agissait d'une arnaque montée par une certaine Madame de la Motte pour revendre les diamants. Le procès de Madame de la Motte et du cardinal avait été suivi avec avidité par toute la France et entaché la réputation de la reine pourtant innocente. J'ai consacré tout un podcast à ce sujet la saison dernière. Vous l'aurez compris, tout va mal. Il faut réformer le royaume en profondeur. Pour cela, Louis XVI accepte de réunir les États généraux en mai 1789. Mais les représentants des sujets décident de former une assemblée nationale. Le 20 juin, les députés prêtent le serment du jeu de paume. Ils ne se sépareront pas tant que le royaume n'aura pas une nouvelle constitution. Et voilà que l'assemblée devient nationale et constituante.
Louis XVI sent qu'il perd le contrôle de son pays alors même qu'il est ébranlé par le deuil de son fils aîné. Louis-Joseph de France souffrait depuis longtemps d'une tuberculose osseuse qui l'obligeait à se déplacer en fauteuil roulant. Sa mort n'était qu'une question de temps, mais les souverains sont sincèrement éplorés par cette perte. Comme les Parisiens craignent un coup de force du roi pour amener le calme dans la capitale en pleine fièvre révolutionnaire, ils prennent la Bastille le 14 juillet. C'est là qu'ils trouveront des armes en cas d'attaque des troupes royales. Mais Louis XVI refuse l'escalade de la violence. Il se veut apaisant. De son côté, l'Assemblée poursuit son œuvre réformatrice. Le 4 août, les privilèges sont abolis. 3 semaines plus tard, elle adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. On n'avait jamais vu ça. Mousseline la sérieuse, si fière de son rang, est sans doute tenue éloignée de tout ça. Son innocence vole en éclats le jour de la marche des femmes sur Versailles, les 5 et 6 octobre 1789. Elle a 10 ans et son monde est sur le point de basculer. Entre la présentation de ses parents au balcon de Versailles et le départ du château, il s'écoule moins de 6 heures. 6 heures entre son enfance choyée et le reste de sa vie. Le départ s'est fait dans la précipitation. Des affaires ont été réunies à la hâte. Le dauphin a oublié dans le salon de la Méridienne de sa mère quelques jouets sur le sol. Installée dans la voiture qui l'emmène à Paris, la dauphine observe la foule enragée qui l'escorte jusqu'aux Tuileries. Le voyage se fait au rythme de la marche du cortège des Parisiennes. Il dure 6 heures. Parfois, devant les fenêtres de la berline, Mousseline voit passer la tête de garde du château au bout d'une pique. Des traces de sang ont séché le long du bois et les visages déformés sont tout gris. Mais aux abords de la capitale, la foule se fait moins virulente. Quelques badauds acclament même la famille royale. C'est donc à Paris, 2 mois plus tard, que Mousseline fête ses 11 ans. Elle a désormais sa propre maison, c'est-à-dire ses propres serviteurs. Elle peut maintenant se déplacer seule, sans escorter sa mère. Mais toutes ces règles, ce sont les vestiges d'une étiquette qui n'aura bientôt plus cours. Mousseline est élevée dans un monde en ruine, où l'or et les fresques des Tuileries dissimulent encore à ses regards d'enfant les fêlures de son univers au bord de l'implosion. Mousseline constate que parmi les derniers fidèles de ses parents, il y a Fersen, un aristocrate suédois qui passe de longs moments avec sa mère. Elle ne sait pas que ces deux-là complotent contre la France et préparent une évasion. Dans la soirée du 20 juin 1791, à l'issue d'une soirée banale, la famille royale est exfiltrée du palais des Tuileries par des couloirs abandonnés. Le roi est déguisé en valet, la reine en aristocrate étrangère, le dauphin et la dauphine sont grimés en fillettes du commun. Le but de cette fuite est de rallier la place forte de Montmédy dans la Meuse, d'où le roi pourra compter sur l'armée pour reprendre le pouvoir sur son royaume. Mais le lendemain, le roi est reconnu à Varennes et ramené à Paris par une foule hostile qui monte sur le marchepied de sa berline pour lui cracher au visage. Mousseline comprend que la famille royale n'est plus traitée avec le respect qui lui est dû. Elle est en danger. Mais à quel point ? La fuite à Varennes est une trahison pour les Français. Elle ne fait que précipiter une fin qui semble inéluctable. La famille royale, confinée aux Tuileries, attend une nouvelle crise qui viendra quelques mois plus tard. Le 20 juin 1792, elle assiste à une scène pathétique. Une foule entrée dans le palais oblige Louis XVI à porter le bonnet phrygien, symbole de la Révolution, et à boire du vin avec eux à la santé des sans-culottes. Dans un geste de désespoir, Marie-Antoinette se protège de la foule derrière un bureau en serrant entre ses bras ses 2 enfants. Des sans-culottes apostrophent la princesse qui se cache dans le giron de sa mère. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de la Révolution ? Marie-Antoinette cache le visage de sa fille. Elle est bien trop jeune pour avoir une opinion là-dessus. Mais le pire est encore à venir. Le 10 août 1792, le peuple prend les Tuileries. Les 4000 gardes suisses ne résistent pas à l'assaut de 20 000 personnes décidées à en découdre. La famille royale se réfugie à l'Assemblée. Mousseline constate, impuissante, que les députés ne sont pas très bien disposés à leur égard. La famille royale va encore être déplacée, mais cette fois, elle ne sera pas logée dans un palais. Pour savoir où Mousseline et sa famille vont être emmenés, on se retrouve dans le second épisode de ce récit.
Dans le premier épisode de Madame Royale, la fille de Marie-Antoinette et Louis XVI est brutalement confrontée à la Révolution française. Après la prise des Tuileries, le 10 août 1792, la famille royale trouve refuge à l'Assemblée. C'est là que Madame Royale apprend qu'elle n'est plus princesse. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Madame Royale, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, survivante de la Révolution, un récit en partenariat avec Madame Figaro. Épisode 2, la comtesse des ténèbres. En ce mois d'août 1792, Mousseline et sa famille ont passé 3 jours entre l'Assemblée et le couvent des Feuillants suite à la prise des Tuileries. Voilà, maintenant c'est officiel. Le roi est déchu de ses titres et doit être enfermé à la prison du Temple au cœur de Paris. Marie-Thérèse Charlotte de France, surnommée Mousseline, n'est plus que Thérèse Capet pour les révolutionnaires. À 13 ans, l'adolescente découvre son nouveau chez elle, la tour du Temple. Ce n'est plus un palais, mais une prison haut de gamme selon les critères de l'époque. La famille est installée sur 2 étages. Quelques proches, comme la princesse de Lamballe, sont encore là, mais le rouleau compresseur de la Révolution aura tôt fait de réduire la famille à son minimum. Louis Capet, son épouse, leurs 2 enfants, et la sœur de Louis, Madame Élisabeth. Les semaines passent dans l'incertitude. Louis XVI et Marie-Antoinette s'avèrent des parents aimants et dignes dans l'adversité. Ils s'occupent de leurs enfants, leur font la classe. On veille les uns sur les autres quand il y a un malade. Malgré les insultes des passants, la reine déchue continue à promener ses enfants dans le jardin 1 fois par jour, car les petits doivent bien prendre l'air. Mousseline occupe ses journées en prières, études et broderies. Elle n'a que 13 ans, mais elle comprend qu'elle ne sera plus traitée comme une princesse. Les municipaux, les gardes révolutionnaires de la prison, tutoient toute la famille royale désormais. Ils font éruption quand bon leur semble dans les appartements des Capet et les retournent pour trouver des messages cachés ou les preuves d'une tentative de fuite. Ce ne serait pas la première fois. Ils sont paranoïaques. À l'automne 1792, le roi doit faire face à son procès. A-t-il trahi la France? A-t-il conspiré contre l'État? Le souverain déchu sera jugé devant la Convention, devant l'Assemblée élue du peuple. À l'issue de son procès, le 20 janvier 1793, Louis Capet est condamné à mort. Il passe la soirée au Temple avec sa famille. Pendant de longues minutes, Louis XVI tient sa femme et ses enfants contre lui. Les adieux sont déchirants. On entend des hurlements à plusieurs centaines de mètres. Quand le roi se décide à quitter sa famille, Mousseline tombe au sol et se roule par terre de douleur. Peut-elle seulement concevoir que cette épreuve des adieux va se renouveler encore et encore? Le 21 janvier, le lendemain, Louis XVI part pour l'échafaud sans avoir embrassé une dernière fois ses enfants. Les adieux de la veille étaient trop durs pour les renouveler. Quand sa tête tombe dans le panier de la guillotine, sur l'actuelle place de la Concorde, des coups de canon résonnent. À la prison du Temple, Mousseline voit sa mère et sa tante enragées. Comme elle, l'adolescente se sent impuissante. Soudain, Marie-Antoinette se lève et s'agenouille devant son fils. Le roi est mort. Vive le roi! Mais Louis XVII n'est qu'une fiction dans le cœur de sa mère. Dehors, c'est la terreur qui baigne de sang le drapeau tricolore de la Première République. L'été suivant, Mousseline voit entrer les municipaux dans les appartements des Capet au Temple. Cette fois, ils viennent retirer le dauphin à sa mère. Les chefs de la Révolution, à travers une décision du Comité de salut public, ont décidé qu'on ne pouvait pas tuer un enfant, mais on pouvait l'élever pour faire de lui un bon républicain. Il ne faut à aucun prix que Louis XVII songe un jour à rétablir la monarchie. Marie-Antoinette fait barrage de son corps entre les municipaux et son fils terré dans son lit. Mais que peut une faible femme contre des hommes en armes? Mousseline voit son frère arraché au bras de sa mère. Elle l'entend pleurer pendant 3 jours à l'étage du dessous, alors qu'il est confié au cordonnier Simon. Cet homme violent maltraite l'enfant et le fait boire du vin en permanence. Mousseline et sa mère guettent par une petite fenêtre son apparition des heures entières dans la cour du Temple. Elles sont dévastées de le voir bouffi par les mauvais soins et chantant la carmagnole. En août 1793, un nouveau coup du sort attend la petite princesse. Cette fois, c'est sa mère qu'on emmène à la prison de la Conciergerie dans l'attente de son procès.
L'adolescente ne sait pas que sa mère va passer presque 2 mois dans une geôle insalubre sous le regard permanent de gardes qui ne lui laissent aucune intimité. Une seule fois, Mousseline est convoquée à la conciergerie où elle retrouve son frère. Louis n'est plus l'enfant qu'elle a connu. Son petit frère est ivre. Il maintient que sa mère a abusé de lui et on attend que Mousseline corrobore ses dires, ce qu'elle refuse de faire puisque ce n'est que mensonge. La jeune fille n'aborde que pudiquement cet épisode traumatisant dans ses mémoires. Elle n'a peut-être jamais su qu'au procès de sa mère, les accusateurs publics ont dit que Marie-Antoinette était une mère incestueuse. À ce moment-là, les femmes du peuple présentes au procès ont pris la défense de la reine. Aucune mère ne peut tolérer une telle calomnie, même contre la reine. Recluse dans sa prison du Temple avec sa tante, Mousseline ne sait pas que sa mère est guillotinée le 16 octobre 1793. Puis on vient chercher Madame Élisabeth qui est guillotinée à son tour le 10 mai 1794. Ça aussi, Mousseline ne le sait pas. Elle vit désormais seule au Temple pendant des mois sans savoir que sa mère et sa tante sont mortes, sans avoir pu leur dire adieu. Pour tromper l'ennui, Mousseline relit sans cesse les mêmes livres, fait et défait la même tapisserie, grave des graffitis sur les murs et guette les cris des municipaux qui lui livrent ses repas et fouillent sa chambre. Elle est seule, désespérément seule. Un jour, un homme méprisant vient lui rendre visite dans sa prison. Elle pense que c'est Robespierre, mais elle n'en est pas sûre. Cet homme qui représente la Révolution se demande que faire de l'orpheline du Temple qui commence à susciter des sympathies. En revanche, le problème Louis XVII s'est réglé tout seul. Enfermé dans son étage de la prison du Temple, l'enfant a été rongé par une tuberculose puis une péritonite. Il est mort en 1795. Cette année-là, la Convention décide d'échanger l'orpheline du Temple contre des prisonniers politiques français détenus en Autriche. Mousseline quitte sa prison après presque 4 ans de détention. Elle a tout juste 17 ans et elle est la dernière survivante de la famille royale de France. Elle est devenue le symbole vivant de l'Ancien Régime. C'est à cette époque que l'on peint ses portraits en robe de deuil avec un médaillon à l'effigie de ses parents sur la poitrine. Son oncle, celui qui peut prétendre au trône sous le nom de Louis XVIII, a besoin d'elle pour se légitimer dans l'éventualité d'une restauration. Mais pour l'heure, l'Europe vit au rythme du général Bonaparte qui devient l'empereur Napoléon en 1804. Après une parenthèse enchantée au palais d'été de Schönbrunn à Vienne, dans le décor de l'enfance de sa mère, Mousseline accepte d'épouser son cousin le duc d'Angoulême. Lorsque Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe en 1814, Angoulême fait partie des premiers royalistes de retour à Paris. La fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI revient en France pour la première fois depuis presque 20 ans. Elle est saluée avec chaleur. Contrairement au reste de sa famille, elle se rend compte qu'il faut partir à la rencontre des Français et elle commence à sillonner le pays. Elle est accueillie comme une reine à Bordeaux, alors que Napoléon vient de s'évader de l'île d'Elbe et commence l'épopée des 100 jours. Notre princesse Mousseline, qu'on appelle désormais Marie-Thérèse d'Angoulême, se montre alors à la hauteur de sa grand-mère maternelle, l'archiduchesse d'Autriche, qui était une grande politicienne. Montée sur son cheval, la duchesse fait la tournée des casernes militaires de Bordeaux pour convaincre les soldats de rester fidèles à Louis XVIII. Le geste est plein de panache, mais vain. Il est cependant salué par Napoléon, qui considère que Marie-Thérèse est le seul homme de la maison Bourbon, ce qui est un immense compliment à l'époque. Malgré tout, Marie-Thérèse est contrainte de s'exiler à nouveau jusqu'au départ de Napoléon pour l'île de Sainte-Hélène. Cette fois, en 1815, la restauration semble solide. Installée aux Tuileries auprès de son oncle Louis XVIII, Marie-Thérèse fait office de reine. Elle participe à la création des chapelles expiatoires en l'honneur de ses parents à la conciergerie et au cimetière de la Madeleine. Elle contribue à faire de sa mère une martyre de la Révolution au service de la Restauration. Mais elle, comme ses oncles Louis XVIII puis Charles X, ne comprennent pas que le monde du XIXe siècle n'est pas celui de l'Ancien Régime. Il sera impossible de revenir en arrière et leur politique ultra-conservatrice mène à une nouvelle révolution, celle des Trois Glorieuses en 1830. C'est le début de la monarchie de Juillet, le pouvoir échappe définitivement aux Bourbons. Pour Marie-Thérèse, c'est de nouveau le temps de l'exil en divers endroits d'Europe. Seule consolation, son histoire d'amour avec son mari est sincère. Le couple dort même souvent ensemble, ce qui est novateur pour l'époque.
celle qu'on appelle la comtesse aux yeux rougis, à cause d'une conjonctivite chronique, n'a jamais eu d'enfant, mais elle s'est prise d'affection pour son petit-neveu Henri, dont elle rêve de faire le futur Henri V de France. Pendant ses années d'exil, elle lui transmet inlassablement les valeurs de l'Ancien Régime, étant elle-même le dernier vestige de Versailles. Cette volonté de vivre dans le passé est une erreur politique majeure, mais Marie-Thérèse ne le comprendra jamais. Elle meurt en exil en territoire autrichien en 1851. Elle est inhumée, selon son vœu, auprès de sa famille dans un caveau situé en actuelle Slovénie. Elle ne verra jamais son petit Henri passer à côté de la chute du Second Empire en 1870 et rater, par son conservatisme ridicule, une nouvelle restauration. Mais après tout, était-ce seulement possible ? La France n'appelait-elle pas de ses vœux la République depuis un demi-siècle ? Henri, dont l'esprit avait été formé par la comtesse des Ténèbres, conspuait le drapeau tricolore au moment où naissait la Troisième République. L'enfant spirituel de Mousseline était tout aussi inapte au pouvoir qu'elle, mais comment aurait-il pu l'être en étant élevé par une enfant impérieuse traumatisée par la Révolution, une aristocrate abîmée par le syndrome du survivant, une femme qui a traîné sa mélancolie d'Ancien Régime à travers toute l'Europe ? Marie-Thérèse Charlotte de France a été le symbole d'un monde révolu. Ses bijoux, en partie hérités de Marie-Antoinette, en témoignent. Pour en savoir plus sur cet aspect, je vous invite à lire mon article à ce sujet dans Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.